tout. Et puis sur le corps, je peux faire déjà les détails, c'est-à-dire les petits points sur les articulations de la main. Je vais venir marquer chaque petite articulation. Et puis sur les muscles, je vais prendre en compte que les muscles qui sont vraiment éclairés. Donc le haut de la cuisse, pas jusqu'au genou, je peux m'arrêter avant le genou. Le bout du pied, le bout de la patte. Le talon. Un petit peu les mollets, une toute petite touche sur le mollet. Et puis après, je m'attarde sur le bras et le visage. Donc sur le bras, j'essaie de définir juste les choses que je vois. Il a plusieurs muscles sur l'avant-bras. Je les marque bien en laissant une ombre en dessous. Dès que vous avez un volume, on marque le dessus et le dessous, on laisse une ombre. Hop, l'autre côté, l'avant-bras un petit peu. La main. Et puis, hop, les articulations, les petites phalanges. Voilà. Et sur notre visage, on a dit qu'on éclaircissait à fond sous la truffe pour la faire ressortir. Et puis les différentes zones de lumière, je mets un petit coup encore pour que ça ressorte bien. Donc, le premier critère, c'est que ce soit bien lisible, bien défini, bien contrasté et que chaque volume ait bien la bonne forme. Qu'on comprenne bien que c'est un biceps, un triceps, un avant-bras, etc. Voilà. Maintenant, je rajoute un peu de blanc, un peu de jaune. Je m'attarde surtout sur les zones les plus intéressantes, les petites articulations sur les mains. Hop, le haut de la cuisse, très très léger en haut. Et puis surtout le visage. Je réduis les zones, je réduis la zone partout. Et puis au bout d'un moment, je réduis les zones. Il y a des zones que je touche plus du tout. Il y a des zones qui vont être moins touchées par ma lumière que d'autres. Et si on veut bien hiérarchiser les différentes zones, on est obligé d'en abandonner certaines à un moment donné dans le process. Voilà, j'éclaircis à fond sous le museau. Le museau, je vais le faire en noir pour que vous voyez bien. Je vais faire le dessous en blanc. Et vous allez voir que mon scaven, il est déjà bien lisible, bien contrasté, quoi. Sur le nez, pour pas que le nez soit totalement vide, je vais mettre un petit reflet, ça va être un petit point de blanc. Voilà, hop. Je vais diluer un tout petit peu et je vais vous montrer un glacis. Donc le glacis, on avait dit c'était de la peinture très diluée. J'en prends très peu, contrairement à la vie, et je l'applique sur une zone. Alors il faut faire attention, le lavis, il peut créer un petit dépôt en fin de mouvement parce que le pinceau se décharge en fin de mouvement. Donc c'est possible qu'à la fin de mouvement, vous ayez une petite auréole. Pour éviter ça, soit vous êtes un ninja et vous remontez votre pinceau de manière très fluide et le pinceau ne se décharge pas, mais c'est compliqué à faire. Soit vous finissez votre mouvement dans la zone de la couleur que vous avez sur votre pinceau. J'ai pris du noir sur mon pinceau pour faire un glacis, je finis dans le nez qui est noir pour être sûr que mon auréole ne se voit pas. C'est tout bête, mais ça fait une grosse différence. Si on a des auréoles sur des zones, c'est quand même un peu dommage. Enfin, si c'est pas voulu en tout cas. Je mets un petit coup de blanc sous le museau pour qu'il ressorte bien. C'est pas de la lumière, c'est vraiment sa carnation. Là, j'ai choisi qu'il ait le museau très très blanc. Pareil, je vais tirer la peinture vers le museau pour que la transition soit fluide et qu'on n'ait pas juste une grosse zone blanche au bout du museau. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose de déjà très lisible. Je sais pas si on voit très très bien. Je vais accentuer un tout petit peu les éclaircies sur le visage. Surtout autour de l'œil, qui est une zone qui est quand même très importante. Merci. Voilà, un tout petit coup sur les articulations de la main qui est en l'air. Et puis on peut considérer la peau comme terminée. On pourrait faire des nuances, on pourrait revenir avec, je sais pas, du magenta dans l'oreille, machin. Moi je trouve que là c'est suffisant, je vous la passe. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Non? Des questions sur ce qu'on... Ah ouais. À quel moment je décide que c'est fini, c'est ça?
Là j'ai une zone qui est vraiment blanche, donc je peux pas continuer jusqu'au blanc. Mais de manière générale, je m'arrête quand ma zone est lisible, compréhensible et contrastée. Enfin, je me dis ok, je comprends tout ce que je vois, la paupière elle ressort, la pommette elle ressort, le arcade elle ressort, et c'est suffisamment contrasté pour qu'à une certaine distance je vois bien tout. C'est la lisibilité en fait qui va indiquer la fin du process. Et après, c'est la lisibilité, mais c'est aussi ta sensibilité à toi. Il y a des gens qui aiment les grands écarts de valeur, des trucs très forts, et des gens qui vont aimer plutôt des trucs plus justes, moins marqués quoi. À chaque fois que moi j'ai essayé, chaque fois je comprends complètement, j'arrive pas à voir. À limiter la zone. Voilà, où est-ce qu'il faut que je m'arrête pour laisser. J'arrive pas. Bah, c'est toute la difficulté. C'est ça, toute la difficulté. Non, je m'arrête. Ah mais là il y a trop de différences. C'est difficile. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'il faut commencer à former sa couleur de base? Est-ce qu'il faut faire un tout petit dégradé et en fait est-ce qu'il faut faire des tout petits dégradés ou est-ce qu'il faut faire des couleurs très différentes et puis après on fait des dégradés? Tu peux faire les deux. Il n'y a pas de process meilleur qu'un autre. Il y a des gens qui font des espèces de trucs hyper brouillons et après ils affinent pour être sûr d'avoir les bons tons aux bons endroits. Et moi je préfère monter progressivement. C'est juste que si tu fais ce qu'on appelle un sketching, donc un gros brouillon là, et après tu affines, 90% de ton temps de peinture ça va être de l'affinage. C'est pas marrant. Alors que moi je monte progressivement, je construis ma peinture et quand j'arrive à la fin j'ai déjà fini mon truc. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut passer à la suite? Ouais. Non, il va falloir à un moment donné, hein, parce que. Ça, je l'avais pas il y a 8 ans. Je perds de la vue vitesse grand V, donc il va falloir que je m'y mette. Mais en fait, les loupes, il y a un truc un peu comme dans le miroir où tu contrôles pas bien ton mouvement. J'ai essayé une fois, j'ai pris une figurine et mon pinceau s'est écrasé sur la figurine parce que je l'ai pas vu arriver, tu vois. Et je me suis dit bon, c'est pas pour moi, j'ai lâché. Mais il va falloir que j'y remette parce qu'à un moment donné, les petites échelles, c'est compliqué quoi. Donc la peau, c'est bon. Je vous montre vite fait les yeux. Les yeux, je vais faire un espèce de gris. Bon là, j'ai un marron gris et un ivoire, donc je vais faire un gris. Pourquoi pas un ivoire ou un blanc directement sur le globe oculaire? Parce que je vais faire un petit reflet blanc et je veux que celui-ci ressorte. Si mon globe oculaire est déjà blanc, il ne va pas ressortir. En général, je prends un gris un peu bleuté. Je peux prendre par exemple pastel blue. Il y a un truc qui s'appelle blue grey. Ce genre de ton, c'est bien parce que je fais des peaux très chaudes. Qu'avoir le globe oculaire un peu froid, ça peut créer un peu de contraste et attirer un peu l'attention un peu plus. Dès que je peux créer un contraste quelque part, je m'en sers et je l'utilise. Là, on ne le fait pas, on s'en fiche. Je vous montre que, hop, je vais faire un petit point noir. Je vous fais qu'un œil, hein, je triche, on va avoir à faire les deux. Et à la jonction entre mon point noir et mon globe oculaire, je vais faire un petit point blanc pour vous montrer sur la palette. Là, j'ai mon point noir au milieu de ma zone. Attends, on va peut-être... Tchouk. Vous voyez, je suis handicapé, des loupes, c'est pas possible pour moi. C'est vraiment... Donc là, j'ai mon point noir au milieu de ma zone qui est grise. L'endroit où je trouve que le point blanc est le plus pertinent, c'est à cheval entre les deux. Ici. Là, on dirait un œil. Si je le centre, on dirait qu'il a l'œil blanc. Si je le mets complètement à côté, ça marche moins bien. À cheval, je trouve que ça marche plutôt bien. Si ma lumière vient d'en haut, je vais le mettre plutôt vers le haut, à cheval entre le point noir et le globe oculaire. Donc je prends du blanc et je prends une espèce de petite boule de peinture au bout de mon pinceau. Je le charge un peu trop exprès. Comme ça, quand je le pose, il va faire un point. Si je ne le charge pas assez, il va falloir que je m'y reprenne à plusieurs fois, ça va faire des petits machins, ça m'embête. C'est que la pupille et le blanc, c'est pas la couleur. Là, je fais pas la couleur, là, non. Non, mais Ça se voit très peu. Je vous le passerai tout à l'heure à l'étape d'après pour que vous voyez, vous regarderez les yeux en même temps. Oui.
Ma palette, tu vois, quand je dilue, je fais des espèces de tas de peinture. Je prends au-dessus si j'ai besoin de diluer, soit je l'étale, ça va diluer, soit je prends de la flotte, je dilue, mais j'essaie de faire de la peinture la plus pure possible pour avoir le choix sur ma palette. Comme ça, je peux prendre et pure et la diluer. Là, ce que je viens de prendre, c'était au-dessus du tas blanc, j'ai pris pur pour être sûr de marquer bien blanc. J'ai pas la place de dégrader ce reflet. Du coup, si c'était sur un buste avec un gros œil, ça peut être intéressant de faire en sorte que le reflet blanc il soit un peu diffus. Dans ce cas-là, je vais venir avec un truc peut-être plus dilué ou avec un ton un petit peu en dessous. Et après, je vais mettre le blanc au milieu. Mais là, j'ai pas la place, je vais juste mettre un point blanc. Vous avez d'autres questions? Je passe au métal, la lame. Donc j'ai une base d'un gris foncé. J'ai un grey green que j'aime beaucoup. Bon, chacun ses peaux, hein. C'est un gris qui est légèrement vert. Moi, je trouve ça intéressant pour le métal. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, un truc un peu bleuté, un truc un peu, même neutre, hein, ça marche très bien. Ce qui va faire l'effet métallique, c'est le contraste et le placement de la lumière. Je vais décider de mes zones de lumière maintenant. Je vais prendre de la peinture assez pure et je vais me dire, sur ma lame, là, j'ai un gros arrondi au bout de ma lame. Je veux que mon reflet il ressorte bien. Le moyen le plus simple que mon reflet ressorte bien, c'est que je le centre. Je commence toujours par une zone où je suis sûr. Chaque coup de pinceau, je commence par une zone où je suis sûr. Quand j'ai fait la peau, j'avais commencé par des zones où je savais qu'il y avait de la lumière pour être sûr. Là, c'est un peu pareil, je commence par l'arête parce que je sais que l'arête va être marquée. Je vais marquer mon reflet au milieu. J'englobe large, c'est la première couche, exactement comme sur la peau. C'est le même process. Je vais englober large, je vais réduire la zone, etc. C'est juste que là, je fais attention à placer mon reflet entre deux zones d'ombre pour être sûr qu'il ressorte bien. Sur les zones qui sont très très lisses, pour ne pas avoir à trop lisser, je fais un mouvement de hachurage. Comme ça, en bordure de ma zone, j'ai plein de petits traits au lieu d'avoir un truc hyper défini avec une grosse ligne de démarcation. Ces petits traits, ils me permettent avec un glacis ou de les laisser sur le métal pour avoir une texture, d'avoir un truc beaucoup plus lisse facilement. Donc je fais mon petit hachurage, j'englobe large, je fais les arêtes. J'ai défini ma zone de lumière. Et de loin, ça marche normalement plutôt bien. Pourtant, c'est la première étape. Sur le reste, je fais pareil, mais le reste de la lame est un peu incurvé. C'est dessous le premier partie du tranchant et ça reprend un peu la lumière. Donc je commence par l'arête. Ça me donne du courage pour faire la suite. Et puis le reflet, je vais prendre toute la partie basse qui rebique et qui reprend la lumière. Quand après j'éclaircirai, je me détacherai un peu du bout pour être sûr que mon reflet est entouré d'ombre. C'est juste que l'ombre en bas sera plus légère du coup. Je fais les arêtes. Si jamais vous avez une zone complètement vide, au-dessus là j'ai une grande zone d'ombre qui m'embête un peu. Soit vous remontez votre lumière pour la rogner un petit peu, soit rien ne m'empêche de placer un petit reflet secondaire dans cette zone qui lui aussi est entouré de deux ombres. Il y a les arêtes, il fonctionne. C'est vous et la dynamique que vous voulez avoir sur votre métal. Si votre métal il est très poli, il va plutôt créer pas mal de réflexions. Surtout s'il y a un changement d'angle, il va refléter un autre environnement, donc il peut être teinté différemment, créer un autre type de reflet, etc. Ça peut être très intéressant. Dès que j'ai un endroit où je peux enrichir, je m'en sers pour enrichir. Je fais qu'un côté de la lame, hein, vous m'en voudrez pas, mais l'autre côté c'est littéralement la même chose. On pourrait faire complètement différent, c'est vous qui voyez. Comme c'est des tranchants qui reflètent des environnements différents, vous pouvez très bien avoir une sorte de lumière d'environnement. Tout mon environnement peut être, je sais pas, très gris, très neutre parce qu'ils sont dans les égouts, très marron, très je sais pas quoi, ou très vert parce que c'est des scaven. Dans ce cas-là, teinter tout ce qui est un peu sur l'extérieur de ma figurine. Donc je pourrais en profiter pour teinter légèrement en vert, en marron, en gris, en machin. Mais là, on s'en fiche pour l'exemple, c'est plus pour vous montrer le métal, je vais vous faire que cette partie-là. Je vais éclaircir mon blue green là, avec juste du blanc pour l'instant. Et je réduis ma zone. Mon éclairci en haut, je commence par une zone où je suis sûr. L'arête, on avait dit, je suis sûr. Je réduis ma zone en faisant du hachurage. C'est facile, ma zone elle est centrée. Donc je réduis où? Vers le centre à chaque fois. Elle est suffisamment grande pour que j'ai de la place. Et exactement comme pour la peau, mon premier éclairci me sert d'intermédiaire entre ma couche de base et l'éclairci que je pose maintenant. Ça va créer mon dégradé.
fais les arêtes. Sur la zone basse, je fais pareil. Je commence par l'arête. Mon petit reflet secondaire, il est très petit, donc je peux le faire maintenant. Hop. Et puis, comme je vous avais dit, mon reflet en bas, je ne veux pas qu'il soit tout en bas, je ne veux pas qu'il soit fuyant, qu'il amène vers une zone morte. Je veux qu'il soit entouré de deux ombres et qu'il ressorte bien, donc je le détache un tout petit peu du bord. Je vais le mettre par là. Voilà. Là, je vais vous le passer. La lame n'est pas finie. Pour du jeu, ça peut déjà suffire. J'ai déjà un gros contraste. Est-ce que ça vaut la lame continue à éclaircir? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout séparer, donc c'est du métal, de faire carrément des couleurs différentes, genre gris, blanc, mais voilà, pas tout dégradé. C'est bien de faire dégrader. Tu peux faire les deux. Vraiment, les deux sont possibles. Ce qui est génial en acrylique et en peinture en général, c'est que tous les process se valent et que tu as 1 milliard de possibilités. La seule règle, c'est d'être cohérent. Si tu choisis un truc à un endroit, il faut que le reste de ta pièce soit dans cette cohérence-là. D'autres questions sur le métal, des questions? Vous avez vu que j'avais réchauffé ma peau, j'avais mis une petite pointe de jaune dans la peau. Du coup, je vais en profiter pour faire pareil sur le métal. On parlait de cohérence. Ma lumière, si elle est chaude, elle sera chaude partout. Ça va me permettre de faire ressortir mon reflet principal sur ma lame et de me mettre un petit peu en retrait le reflet secondaire qui est dans le bas de la lame qui m'intéresse un peu moins. J'avoue que j'ai du mal à faire, à ne pas utiliser À pas lisser les transitions? la peinture métallique. Ah oui, la vraie métallique. J'essaye de ne pas mettre la peinture métallique. J'y arrive pas. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas. En fait, il y a quelques règles simples pour le métal à suivre. La première règle, suivre la forme que vous voyez. Si c'est une sphère, vous faites un rond. Si c'est un cylindre, c'est un ray de lumière. Si c'est une autre forme, si c'est un plat, vous avez plus de possibilités. Si c'est une autre forme, c'est souvent un dérivé d'une sphère ou d'un cylindre. Donc c'est souvent un rond, un trait ou un mélange un peu des deux. Ça peut être un rond qui s'allonge si vous avez un casque qui est très rond et puis qui prend le reste du visage, ça va s'allonger. Vous suivez juste la forme que vous voyez. Si ça fait ça, vous faites ça. Ouais. Là, c'est un Green Stuff World Gold Series 2. Je le teste, je sais pas ce qu'il vaut. D'habitude, j'ai des Raphaël, tu vois, j'ai ceux-là. Et je les garde longtemps. En gros, dès qu'ils sont un peu déglingués, ils me servent de pinceau de couche de base. Je les utilise comme ça. Donc, première règle, suivre la forme qu'on voit. Deuxième règle, faire les arêtes. Très important, la lumière, elle tape forcément les arêtes. C'est des bords, la lumière va forcément taper dessus. Troisième règle, mon reflet, s'il peut être entouré de deux ombres, il a plus de force. Vous n'êtes pas obligé de le faire partout, mais si vous voulez qu'un endroit, votre reflet soit plus impactant, qu'il soit un peu violent, bah, il faut qu'il soit entouré de deux ombres. Entouré d'ombres en tout cas. Et il y a une règle qui s'appelle la continuité des reflets. Si vous avez plusieurs plaques d'armure, le reflet il va être continu s'il n'y a pas de changement d'angle. Un Space Marine qui tient un flingue, qui a plusieurs plaques d'armure parce qu'il a la jointure qui casse ses armures, bah, si vous mettez un reflet ici, sur la plaque suivante, il n'y a pas de changement d'angle, vous n'avez plus à réfléchir, votre reflet il sera là, il sera continu. Et dernière règle, qui est un peu plus subjective et un peu plus subtile, c'est plus une notion d'aléatoire et de dynamique. Combien de reflets je vais mettre, comment ils vont être teintés, quelle forme ils vont avoir, est-ce que mon reflet va se déformer un peu avec le métal? Mais c'est une notion qui est un peu plus complexe. Là, je vais continuer à éclaircir, donc j'inclus bien une petite pointe de jaune, comme sur ma peau pour être cohérent dans mon métal. Et je vais m'en servir pour faire surtout le reflet en haut. Le reflet qui est en bas, il m'intéresse moins. Ou alors, je peux le faire pour le reflet du bas. On va faire sur le reflet du bas. Le reflet du bas, il ramène vers le personnage. On va essayer de garder plutôt l'idée de la focale vers le personnage. Donc là, j'ai un ton qui est un peu trop jaune. Je me rends compte en le posant à côté des tons qui sont plus neutres, c'est très jaune. C'est pas grave, l'intermédiaire d'après, je mettrai moins de jaune et ça sera un mini intermédiaire qui sera très jaune. Voilà, très jaune. Et puis les autres reflets, je mets juste du blanc dans mon blue green sans le jaune. Et je m'en sers pour quand même augmenter la valeur. Parce que je veux que mon reflet soit un peu plus violent que ce que j'ai là. J'ai le choix entre faire un gros reflet que j'éclaircis. Et si au bout d'un moment ma place pour éclaircir elle est un peu grande, je peux faire un deuxième petit reflet. C'est la notion de dynamique, la subtilité dont je vous ai parlé juste avant.
Si à un endroit je sens qu'on va s'ennuyer, c'est juste un reflet, 2 ombres, c'est un peu redondant, et qu'on va copier-coller ça sur tous ces bonhommes, c'est un peu casse-pied, il y a des endroits où je peux casser ça. Souvent, je me sers des endroits où sur les arêtes, j'ai un peu débordé pour créer un petit reflet. Parce que comme ça, je ne l'ai pas décidé, ça va être un peu plus aléatoire que ce que moi, je peux créer. Là, j'ai créé un deuxième petit reflet. Il est entouré de 2 ombres, c'est juste qu'entre mes 2 reflets, c'est une ombre qui est très légère. Je vais éclaircir un tout petit peu encore mon reflet qui est tout en haut. Le point le plus fort de lumière, il est entre l'arête et le reflet. Souvent, ça forme un angle droit. On a les arêtes de chaque côté, on a le reflet qui est au milieu, qui peut être d'ailleurs en biseau, qui peut être déformé par le métal, qui peut être de plein de manières différentes. Là, j'ai fait un truc très scolaire où j'ai fait un perpendiculaire, ça marche très bien. Mais le reflet le plus fort, il a la jonction entre mon arête et mon reflet. Ça forme un T, et ben à cet endroit-là, il y a un endroit où c'est plus fort. Donc je pars de cet endroit-là. Ma peinture là, elle est un poil trop brute. Soit je l'étale sur mon papier cuisson, soit je rajoute une petite goutte d'eau. Et dans ma zone basse, je rajoute un peu d'ivoire, de blanc. Vu que la zone basse c'est mon reflet principal, lui je peux le faire un peu plus large. Et on pourra aller jusqu'au blanc pur. Je vais aller jusqu'au blanc pur, hop, sur une zone qui est très petite. Je vais vous le passer pour que vous voyez mieux. Là, j'ai terminé ma lame. Je peux faire des glacis, je peux l'enrichir, je peux lisser, je peux faire des choses, je peux rajouter des éraflures. On peut faire plein de choses. Surtout si vous avez des zones où il ne se passe rien. Si votre dégradé, si le même ton s'étale sur longtemps, vous pouvez là remplir un peu en faisant soit des nuances, soit des éraflures, soit des choses. Vu que c'est plus une affaire de dynamique et de remplissage d'espace que juste de dégradé, ça peut être intéressant de remplir les espaces un peu morts. Est-ce que vous avez des questions? En fait, quand on regarde de près, c'est un peu calme, mais quand on regarde de loin, c'est bien. Quand on regarde de près, c'est quoi? Il y a un moment le blanc, quand on regarde de loin, c'est un peu plus réaliste. Ah bah merci. Ouais, pour une figue de jeu, ça marche bien du coup. Je crois qu'il a une lame sur le casque. Je vous le ferai très rapidement aussi pour que vous voyez aussi à la fin. Et du coup là, je vais vite fait lisser, mettre 2 éraflures et je passe au tissu. Vous verrez tout ça dans les étapes du tissu. D'autres questions? Pas de questions sur les couleurs, les volumes, la lumière, la matière, la texture? Non? Ça me va. Donc bien garder en tête, suivre la forme du volume, faire les arêtes, la continuité s'il y a plusieurs plaques. Et le point le plus fort, le reflet s'il est entouré de 2 ombres c'est mieux. Et le point le plus fort, il est à la jonction arête-reflet. C'est cet endroit-là où ça tape le plus fort. Quand tu as lame entourée, tu as le blanc, tu as lame. Comment tu alternes les reflets pour pas que ça fasse une petite. Tu fais forcément un reflet noir en face et le reflet en dessous. Quand tu as 2 tranchants, ce que fait Games Workshop, un espèce de quinconce, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, ombre. Visuellement, ça tabasse. Parce que du coup, votre reflet, il est bien entouré d'ombre, ce que je disais tout à l'heure. Par contre, c'est pas naturel. C'est rien de moins... c'est artificiel à mourir. Ça dépend de ta lame. Si ta lame, elle a des angles qui sont vraiment comme ça, en biseau, ça reflète des environnements différents. On peut considérer que ces environnements sont totalement indépendants l'un de l'autre. C'est quand même intéressant que sur ton reflet principal, ça tombe à peu près en face du nombre de l'autre côté, pour qu'il ressorte bien. Mais sur le reste, tu peux juste teinter différemment tes reflets et faire un tranchant qui est un peu moins tapé par ta lumière globale, donc un peu moins fort, et c'est tout, ça suffit. Et tu as des gens qui vont considérer plus le tranchant comme un plat que comme une succession de... Ce que l'on fait nous, c'est une exagération, on fait comme s'il y avait des volumes alors qu'il n'y en a pas. Si tu as un vrai plat, ta lame, c'est possible qu'elle soit quasiment uniforme. Sur l'autre tranchant, tu as un petit peu d'ombre à la cassure et que tu as à nouveau une grosse lumière tout le long.
Il y a des gens qui prennent plus le global de la lame que d'essayer de créer des espèces de reflets. J'aime moins, mais c'est possible aussi. Sinon, tu peux juste créer un reflet principal sur le tranchant qui t'intéresse toi, et sur le reste, faire juste un espèce d'appel de lumière sur l'autre bordure en laissant la cassure effectivement un peu plus sombre. Ça marche très bien aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, comme ça reflète des environnements différents, c'est un des endroits où tu peux enrichir, puisque ça peut refléter le sol, le ciel, le machin. Teinter à cet endroit-là ton métal, c'est bien. Tu peux tenter en fonction de ta figurine si c'est orienté vers tes Voilà, ouais. Tu prends par exemple Kirill Kanev, peintre russe, demi-dieu sur Terre, bon. Lui, tous ses métaux, il le teinte en fonction de ce qu'il y a au niveau du sol et en fonction du ciel. S'il fait un doré, il va verdir le haut parce que c'est le ciel qui se reflète dans son doré. Si c'est de l'argenté, ça va carrément être bleui, quoi. Et il fait pareil sur le bas, ça va être verdi si c'est dans une prairie, ça va être marronné si c'est dans un truc marron, etc. Il se sert de l'environnement global pour donner vie à sa figurine, comme on aurait dans un tableau, hein. C'est juste que nous, on n'a pas toujours le contexte, l'environnement, le machin, donc il faut essayer de l'imaginer, quoi. Voilà. Mais dès que tu peux enrichir, il faut enrichir, c'est intéressant. Et du coup, dans les reflets de la lame, tu prends la même couleur que la peau de la figurine. Du coup, Dans les reflets de la lame, tu prends quelle couleur en lien avec la figurine. dans la lame, tu prends, Dans le reflet de la lame, pour lier avec la figurine, c'est quoi comme couleur? pour lier la lame à la figurine, tu peux prendre les mêmes tons que la figurine. J'aurais pu inclure une pointe de mon magenta dans les transitions, par exemple. Ça aurait pu être une possibilité. Là, je me sers juste du jaune comme liant en me disant que ma lumière est jaune, mais ça pourrait être totalement autre chose. Tu pourrais carrément avoir des rappels d'une couleur d'une zone à l'autre. Je pourrais carrément avoir un intermédiaire qui est une de mes étapes de peau, comme celle-ci, qui me sert de transition dans mon métal. C'est pas gênant. Ça choque pas. Tant qu'il a une place qui est relativement petite, tu peux faire des gros rappels de couleurs dedans. J'attaque le tissu jaune. Je fais juste 2-3 éraflures avant. Je prends un ton relativement clair. Le but, c'est d'essayer de taper les zones où il ne se passe pas grand chose, souvent les zones d'ombre. Si elles sont un peu mortes, je vais venir faire des successions de points et de traits. Peut-être que ce trait est un peu fort. Celui-là, je vais le gommer. Il est un peu fort. Voilà, c'est des successions de traits. Voilà. Ça suffira. Le tissu jaune. J'ai un espèce de ton un peu moutarde. Ah, j'ai pas mon marron du coup, c'est un peu nul. Ça sera un peu plus gris que ce que j'avais prévu, c'est pas grave, je me servirai du marron gris. Je fais un premier éclairci qui va être plutôt jaune. Et je fais exactement comme pour la peau. J'inclus, j'essaie de marquer des zones très larges pour que mon tissu soit majoritairement jaune. Et je fais attention au volume et aux zones de lumière. Une cape, une robe, un tissu, c'est pareil. Si vous pouvez lier les volumes les uns aux autres, ton pli il n'est pas indépendant, il ne peut pas être entièrement entouré d'ombre et être totalement indépendant du reste de ta cape. Il est forcément lié à un endroit ou à un autre. Je vais laisser les zones basses très sombres, je vais juste faire les bordures du tissu. Pour encore une fois ramener l'attention vers le visage. J'ai cette obsession du point focal et d'avoir vraiment une zone très très forte en haut. Et du coup je me sers un peu de toutes les zones pour accentuer ce truc là. Si vos plis et la sculpture sont vraiment cassés par rapport aux autres, pour les lier en haut vous badigeonnez. C'est après dans la continuité que vous les séparez. Il faut vraiment essayer de les lier le plus possible. Il n'y a rien de moins naturel que des volumes qui se baladent tout seuls sur une figurine, ça n'a pas de sens. Donc je fais les bordures de mon petit tissu jaune. Si vous avez du mal à faire la bordure, vous mettez votre pinceau à 90 degrés et vous passez comme ça. C'est plus une notion de frottement, ça va venir marquer l'arête. Voilà. Je fais pareil sur le tissu haut. Je vous passe le dos. Hein. C'est littéralement la même chose. Donc premier éclairci, un truc très jaune, mais qui n'est pas du jaune pur.
Dès que j'ai une surface lisse, vous voyez, je fais une espèce d'hachurage. Encore pour avoir des petits traits à la fin de ma zone. Ça va aider à lisser. Sur des figues de jeu, j'ai même pas besoin de lisser derrière, les petits traits sont pas gênants. Ça évite d'avoir des grosses cassures dans mon dégradé. Voilà. Hop. Le reste c'est plutôt dans l'ombre, je vais faire plutôt les arêtes, les traits. On s'en fiche un petit peu. Donc j'ai bien un truc un peu plus global, un peu plus jaune. Je vais pouvoir appuyer moi avec mon vrai jaune. Mon jaune moutarde. Donc j'en prends un peu, je l'étale sur ma palette, ce qui va le diluer un tout petit peu. Juste assez pour que la peinture soit fluide, pas trop pâteuse. Et là, deuxième étape, comme sur le reste, je limite ma zone. La zone haute, j'essaie de marquer les plis, de montrer ce qui se passe. Mais il faut limiter la zone. Toujours mes petits hachurages à la transition. Pareil en haut des jambes, j'avais pas marqué les plis. Je peux en profiter maintenant pour les marquer. Hop. Du coup, ça donnera un tissu un tout petit peu plus terne que ce que j'avais prévu parce que je l'ai beaucoup grisé là, mon jaune. Et c'est pas grave, je vais vous faire des intermédiaires un peu orangés, ça rattrapera un peu la saturation. Si vous voulez rester le plus saturé possible, le plus coloré possible, le plus flashy possible, il vous suffit de tourner sur le sac chromatique. Vous avez le sac chromatique, à côté du jaune j'ai du orange, mes ombres du jaune ça peut être du orange. Vous allez pour les ombres vers le violet et pour les lumières vers le jaune. Comme ça vous montez en valeur. Par exemple, mon bleu avec quoi je l'éclaircis, du turquoise. C'est la teinte qui est juste à côté en allant vers le jaune. Le rouge je l'éclaircis avec du orange. C'est le meilleur moyen d'éclaircir en restant coloré. C'est une des possibilités. C'est pas la seule, mais c'est une des possibilités. Pour les figurines de jeu, on aime bien quand même que ce soit bien coloré. Donc j'englobe quand même assez large pour avoir la place de faire encore d'autres éclaircies derrière. Voilà. Si jamais sur une transition vous êtes embêté par un truc par une strate qui est marquée un peu trop fort, rien ne vous empêche de faire un petit glacis de jaune. Diluez votre jaune. Le pigment se rétracte, j'ai la bonne dilution. J'en prends un petit peu et je l'applique en finissant mon mouvement dans la zone jaune pour pas que l'auréole se voie. Et c'est bon, mon glacis il est réussi. Est-ce que vous avez des questions? Et du coup maintenant mon jaune, je prends le Volcanic Yellow qui est un jaune bien saturé. Je le pose dans mes zones les plus lumineuses en réduisant la zone. C'est un process que j'aime bien parce que une fois que vous avez compris le principe, c'est tout le temps la même chose. Vous posez une base, vous prenez un éclairci ou un englobe au large, vous liez les volumes, puis après vous diminuez la zone en suivant la forme du volume. C'est tout. Et du coup, c'est un process qui est plus facile à transmettre que les autres et qui est facile à comprendre. Voilà. Donc, je pose mon jaune, je réduis la zone, je réduis vers le haut, ma lumière vient d'en haut. Et du coup, je me retrouve avec un truc qui est quand même bien jaune là. Pour éviter d'avoir trop de gris, je vais juste prendre mon orange et je vais le glacer dans les transitions. J'en prends très peu, il est très dilué. Hop. Et je viens dans les transitions, dans les tons intermédiaires qui sont un peu grisâtres, poser un truc qui est un peu plus coloré. Ça me permet et de lisser et d'enrichir un peu.
Après, je mets un dernier éclairci, jaune avec un tout petit peu de blanc. Les zones les plus lumineuses. Je trouve ça un poil fort, je vais juste remettre un tout petit peu de Volcanic Yellow et puis on est bon. Voilà, et là je vais vous le passer. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'en prends très peu. Ce qui compte, c'est la charge du pinceau. Soit je prends tout petit peu sur mon pinceau comme ça, et quitte à en reprendre, c'est pas grave. Soit j'en prends beaucoup, je décharge sur le sopalin et je pose après. J'aime moins décharger sur le sopalin parce que tu peux en avoir encore trop, tu contrôles moins bien ce que tu fais. Je préfère essuyer complètement mon pinceau, en prendre une goutte et être tranquille. Donc vous avez compris la différence Lavis, Glacis. Vous avez compris qu'on peut peindre avec de la peinture très opaque. Juste des petits glacis de temps en temps pour flouter des transitions, enrichir, ça peut suffire. Suivre la forme des volumes, très important. Et puis essayer de donner un peu de la matière. Le métal, c'est pas du tissu, c'est pas de la peau. Chaque matière a sa manière de réfléchir à la lumière. C'est quand même important. On peut après essayer de faire des salissures sur le tissu, des petites auréoles. Ce que je vous disais d'éviter de faire pour le glacis, je peux le faire consciemment, prendre une teinte très sombre, le diluer beaucoup, en prendre très peu, le poser à un endroit où il n'y a pas du tout cette teinte là pour être sûr que ça fasse une petite auréole et ça fait des petites salissures assez sympas. Ça c'est une possibilité. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Merci à vous. Vous pouvez prendre ces pièces-là en main si vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre les pièces qui sont là en main et discuter si vous voulez. Hein.